Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Culture T, votre émission entièrement dédiée, dévouée, consacrée à vos villes, à vos territoires à travers vos artistes. Cette semaine, bienvenue dans une ville connue dans le monde entier à travers son histoire et son château. Vous aurez reconnu Versailles, mais derrière ce château exceptionnel se cache une vie culturelle et artistique très riche. On va vous en parler dans Culture T à travers le cinéma, l'illustration, le théâtre et sans plus attendre, deux jeunes hommes qui répètent à quelques encablures d'ici, c'est le groupe Saint-Michel. All set? Let's go. C'est les questions qu'on se pose vraiment en ce moment concrètement parce qu'on travaille sur le deuxième album et même si on a déjà fait un album et on s'est déjà posé ces questions, c'est un truc que j'espère une question qu'on se posera tout le temps à travers tous les albums, tous les différents projets qu'on va mener dans notre vie parce qu'on évolue. En deux mots... le terme officiel c'est pop électro. Ouais voilà, pop électro. C'est vrai que ça nous correspond plutôt bien parce que ça reste des chansons pop qu'on peut la plupart du temps jouer piano-voix ou guitare-voix. Qu'on pourrait arranger de manière très pop et plus classique. Simplement, on aime bien mettre dedans plein de sons de synthé, des boîtes à rythme et des traitements sur les voix ou sur plein d'instruments pour faire un truc un peu plus moderne. Du coup, on est ballotté entre ces deux univers-là. On n'est pas résolument électro, on ne fait pas de la musique de club ou de la techno ou de la house qui a fait l'âge d'or de la French Touch au départ. Et on n'est pas non plus un groupe de pop. Aujourd'hui, rétrospectivement, c'est un truc qui nous turlupine par moments parce qu'on a l'impression d'avoir fait un premier album où on est allé visiter pas mal de couleurs et de styles différents et ça nous a pas forcément rendu la vie facile pour les concerts, par exemple, pour avoir un son homogène. On doit passer d'un titre qui est très basse batterie guitare, assez classique, à un titre beaucoup plus électro et ça nous fait faire des allers-retours qui sont pas toujours évidents à gérer. Mais c'était une volonté sur le premier disque d'avoir une espèce de carte de visite et de montrer un petit panel des choses qui nous plaisent et qu'on aime faire. Ouais, clairement. Et le fait de chanter en anglais aussi, c'est une motivation. On avait envie qu'il y ait quelque chose de français dedans. Donc on a commencé à sortir des bouquins d'histoire pour trouver des personnages, des chevaliers, ou des mots français qui sonnent un peu à l'ancienne. On voulait appuyer là-dessus avec ce côté assez français, Frenchy. Saint-Michel, on le connaît tous, soit parce qu'on a mangé des galettes, parce qu'on est allé visiter le Mont Saint-Michel, soit parce qu'on est croyant et que le Saint-Michel c'est important, parce que voilà. On aime bien créer des ambiances, des tapis d'ambiance. On n'est pas dans une surenchère d'envoyer un énorme son qui va un peu arracher tout le monde, où les gens vont se dire « Ah, on s'en est pris plein la tronche, c'était chouette, on ne sait pas pourquoi, mais on s'est fait arracher la tête. » On aime bien essayer de faire un truc un peu sensible, tout en utilisant justement les sons de synthé, les boîtes à rythme, qui vont avoir une certaine efficacité dans le son, parce qu'on peut faire des sons qui sont du coup assez présents, assez mordants. Mais nous, ce qu'on aime dedans, c'est surtout le côté un peu rêveur galactique, quoi. Tout ce qui est sons de synthé qui vont un peu se balader dans les reverbs, dans les échos et tout ça, on adore. Donc on fait des boucles avec des pédales d'effets, ce genre de trucs, pour superposer plein de couches de sons. On le fait beaucoup vocalement aussi, on le fait à la guitare. Et ça permet de créer des ambiances comme ça, un peu chimériques, où les sons se mélangent et petit à petit, on développe le morceau comme ça. Vous connaissez tous Marie-Antoinette, un destin tragique fortement lié à la ville de Versailles et à son château. Mais est-ce que vous connaissez son intimité, ses secrets? C'est ce que nous propose l'artiste Benjamin Lacombe à travers un livre exceptionnel. Nous sommes allés à sa rencontre dans son atelier.
Depuis plusieurs années, Benjamin Lacombe explore à travers ses pinceaux et sa plume des univers très différents. Il s'est attaqué dernièrement aux éditions Soleil à un mythe de l'histoire française, une femme, une souveraine au destin tragique, Marie-Antoinette, qui revit dans l'imaginaire d'un Benjamin Lacombe très inspiré. C'est un carnet intime, c'est un peu comme un journal. Certains peuvent dire c'est étrange de faire un journal de Marie-Antoinette parce qu'elle aimait peu écrire. Mais en même temps, c'est quelqu'un qu'on a forcé à écrire. Sa mère, très jeune, et d'ailleurs c'est ce qu'on reproduit au démarrage du livre, elle lui fait une lettre qui est un peu un règlement à suivre chaque jour et où elle la somme d'écrire. Et finalement, quand on voit toute la correspondance qu'elle a eue dans sa vie, enfin toutes les lettres déjà qui nous sont revenues, on voit que finalement elle a beaucoup écrit pour quelqu'un qui n'aimait pas écrire. Et ce qui m'intéressait effectivement, c'était de parler de l'intime. C'est-à-dire que cette vie était très codifiée. Marie-Antoinette, c'était un peu une insoumise parce qu'elle n'a jamais voulu vraiment respecter un petit peu l'étiquette, c'est-à-dire tout ce que devait faire une souveraine à l'époque. Elle a rapidement créé cette espèce d'univers qui était Petit Trianon, où c'était une espèce de monde un peu virtuel comme ça, où elle était plus libre, où elle jouait à la bergère, même sur les dernières années. Et ça m'intéressait en fait, de parler en fait de la personne, pas forcément uniquement de la reine, de l'étiquette et de ce qu'elle devait faire, mais de ce qu'elle pouvait ressentir en fait. Pour illustrer ce livre, Benjamin Lacombe a puisé dans la peinture du XVIIIe siècle de Fragonard à Vigier-le-Brun. Mais il n'oublie pas la dramatisation de la vie d'une reine au destin si singulier. Ça a été une reine qui a suscité énormément d'excès, c'est-à-dire au démarrage, on était dans la surenchère, où effectivement c'était presque une déesse, et à la fin, elle était le diable incarné, elle était extrêmement calomniée, on la représentait voilà, en espèce de gorgone, et en fait elle était un peu entre les deux. C'était quelqu'un qui a essayé de vivre sa vie assez libre, ce qui était très difficile en étant souveraine. J'aime bien amener une part de métaphore et d'interprétation en fait. Je trouve que l'image, lorsqu'elle effectivement représente pas une réalité exacte, elle peut raconter encore plus de choses et dans le sentiment en fait, provoquer du sentiment. Donc c'est vrai que je vais pas, en général, dans le livre, jamais je vais avoir des images extrêmement narratives qui vont raconter exactement ce que j'ai mis dans le texte. En général, ça va être vraiment un petit peu une discussion, un dialogue entre le texte et l'image qui raconte pas tout à fait la même chose et qui permet en fait au lecteur d'être actif et de se raconter un peu lui-même son histoire à travers les regards des personnages, à travers effectivement la mise en scène qu'il va y avoir, et c'est comme ça, et on peut effectivement amener la tragédie, parfois assez frontalement. À un moment, j'ai repris un des portraits les plus célèbres de Vigier-le-Brun, où elle pose en mère, un peu nourricière, comme ça, avec ses enfants. Et c'est un portrait qui en lui-même portait déjà la tragédie, puisque entre le début de la réalisation du portrait et la fin de réalisation du portrait, eh bien, il y a le dauphin qui est mort, et donc il y a le couffin qui est vide. Et là, finalement, moi, j'ai fait ce portrait-là avec tous les enfants, et elle-même, y compris décapités, portant sa tête. Donc là, oui, la tragédie, elle est très claire. Et elle représente en fait la crainte qu'elle avait, parce que lorsque la Révolution démarre, et lorsque, au pic des baïonnettes, elle voit des aristocrates décapités, elle sait que c'est le destin qu'on veut pour elle et pour ses enfants. Donc forcément, c'est la représentation de sa crainte la plus forte. Marie-Antoinette, aux éditions Soleil, n'est pas un livre d'histoire, mais le portrait d'une femme que le grand public connaît peu. Benjamin Lacombe apporte un regard et un éclairage différents sur cette souveraine qui évolua fortement de son arrivée à Versailles en 1770 à sa fin tragique en octobre 1793. Vous découvrez sur ces images la bibliothèque de l'hôtel de la Marine et des Affaires étrangères. Nous sommes à quelques encablures du château de Versailles et de la mairie. C'est un entretien que je vous propose maintenant avec François de Mazières. Il est le maire de Versailles. On va évoquer avec lui la culture et la culture. Bonjour François de Mazières. Bonjour. Merci de m'accueillir dans ce lieu atypique, exceptionnel, l'ancienne chapelle de l'hôpital Richaud qui va devenir un lieu de culture en cette année 2015. La culture pour vous, ça remonte à quand? Vous avez des vieux souvenirs, même enfants, qui peuvent expliquer une partie de votre parcours au travers de la culture? Ah oui, j'ai des vieux souvenirs parce que
J'habitais Versailles donc à partir de l'âge 11 ans et à 12 ans j'étais au conservatoire de Versailles dans la classe d'art dramatique d'une professeure qui à l'époque était connue, qui était Marcel Tassincourt, voilà, qui était une figure du théâtre et effectivement j'ai fait plusieurs années au conservatoire en parallèle à mes études. Bon, on peut dire que la politique est une forme de théâtre de temps en temps. Oui, il ne faut pas trop le dire, parce que c'est un théâtre très sérieux et souvent on a un peu tendance à dire que nous sommes des comédiens. Or, je crois que nous ne sommes pas du tout des comédiens en fait. Lorsqu'on regarde votre parcours, il y a cette vie politique, comme on peut la connaître. Aujourd'hui, vous êtes maire, député maire, mais la culture est revenue au fur et à mesure. Comment vous l'expliquez? Ça, c'était une volonté personnelle de votre part? Oui, ça a toujours été un peu un axe de ma vie personnelle. D'ailleurs, j'ai un frère qui est peintre, vous voyez, qui a abandonné des études assez brillantes pour devenir peintre. Ça fait partie un peu de l'ADN familial. Et effectivement, j'ai fait des études aux fonctionnaires, j'ai passé par l'ENA, il ne faut pas le dire aujourd'hui. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé, contrairement à d'autres, cette école. Je trouve que c'est une belle école de service public. Mais après, j'ai essayé effectivement de trouver moyen aussi de concilier cet amour à la chose publique et la culture. Donc dans mon parcours, il y a eu beaucoup d'étapes culturelles. J'ai eu la chance de diriger la Fondation du patrimoine. J'ai surtout présidé la Cité de l'Architecture et Patrimoine. Voilà, enfin, beaucoup d'expérience. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que la politique et la culture peuvent faire vraiment bon ménage? Ah, mais je dirais même qu'elles doivent faire bon ménage. Vous savez, avec ce qui s'est passé en ce début d'année 2015, tout le monde a dit c'est un problème culturel. Et c'est vrai, fondamentalement, c'est un drame épouvantable. Ce sont des gens qui sont passés à côté de la culture. La culture, c'est un humanisme déjà, hein, c'est une façon de vivre. Et puis, ce sont des références, ce sont des moyens de ne pas se tromper. Je dirais c'est une forme de tolérance aussi. Et donc, la culture est essentielle, bien sûr, et la politique doit être porteur de culture. C'est capital. Merci beaucoup en tout cas François de Mazières et de nous avoir ouvert les portes de cette chapelle exceptionnelle qui a été réhabilitée. On va rencontrer avec son bel accent italien un homme très important dans l'histoire du théâtre et qui aujourd'hui officie justement à Versailles. C'est Carlo Boso. Il nous a reçus avec ses élèves en toute simplicité avec ce très bel accent de la Commedia dell'arte. All set? Let's go. Là, il est part tout de suite, parce que c'est un réflexe qu'il a dans la vie. Là, il n'avait pas le réflexe. D'accord, mais ça y est, tu l'annonces les coups et après, tu pars. D'accord? On la refait une fois, s'il vous plaît? Allez. Carlo Boso, un gamin italien qui a donné et forgé sa vie pour et à travers le théâtre. Derrière ce regard concentré devant la prestation de ses élèves, un homme, un artiste profondément passionné par la scène, une aventure qui débuta dès son plus jeune âge. Moi, je suis rentré à l'école du Piccolo Teatro de Milan dans les années 1964 et c'était, ma génération, c'était un peu la génération en révolte, si vous voulez. Ça veut dire, et les théâtres, les plateaux, c'était pour nous la possibilité de dire des choses qu'on avait dedans. C'est évident que tout ce que ça pouvait être le cinéma italien, le néoréalisme du cinéma italien, la force qu'il portait en soi, cette représentation d'un peuple en marche, ça m'a touché beaucoup. Et le théâtre s'était pris à ma portée, si vous voulez, que le cinéma à l'époque, car j'étais à Milan. Et c'était aussi la façon pour moi d'exister, de dire des choses dans lesquelles je croyais. Depuis 1979, Carlo Boso traverse les continents avec ses créations comme auteur, metteur en scène et directeur artistique. Dans le monde entier, sa rigueur et son enthousiasme ont fait de Carlo un acteur reconnu et indispensable de la Commedia dell'arte. En 30 années de scène, Carlo a vu le théâtre fortement évoluer. À l'époque, on faisait un théâtre dans lequel on croyait vraiment qu'avec le théâtre qu'on faisait, c'était pour participer à l'évolution de la société. On avait cette idée que le théâtre, c'était le cœur battant de la société, qu'à travers la représentation des conflits sociaux sur un plateau, on arrivait pas à les résoudre, mais au moins participer à l'évolution démocratique de la société.
Aujourd'hui, on est un petit peu plus d'un théâtre qui attend qu'il arrive quelque chose. C'est-à-dire on est plus préoccupé de conserver une mémoire à travers les pièces, de correspondre à certaines, disons, contraintes que les États de toute l'Europe nous donnent pour pouvoir vivre de ce métier. Et on perd un petit peu le plaisir de créer et cette joie qu'on peut avoir en faisant du théâtre à travers la création pour nous et pour la donner aux spectateurs. Il faut être beaucoup plus précis, c'est trop précipité. C'est bien que vous êtes jeune et vous attaquez à fond, mais il faut penser aussi qu'il y a des publics plus âgés et qu'il faut que tout le monde comprenne. D'accord? On l'a refait une fois, s'il vous plaît? Allez. Depuis 3 ans maintenant, Carlo enseigne à Versailles, où se trouve l'Académie internationale des arts du spectacle qu'il a fondée en 2004. Carlo a, avec la France et cette ville de Versailles, une relation forte, quasi intime. Moi, je crois à la destinée, il n'y a pas l'hasard. C'est dans l'année 67, quand j'étais sorti de l'école du Piccolo, j'avais fait plusieurs auditions et j'étais choisi, entre autres, par Dario Fo. Et après, je ne sais pas comment c'est passé, que je me suis retrouvé au Piccolo Théâtre de Milan pour faire partie de l'équipe de l'Arlequin Vallée de Démètre. Et moi, que je n'étais jamais allé à l'étranger, la première fois que je suis allé à l'étranger, c'était à Nice, que c'était pour moi encore un peu l'Italie, à l'hôtel Negresco, avec le Piccolo Théâtre de Milan, après le Théâtre Antoine, après les TEP, et 68, on devait être au théâtre de l'Odéon, chez Jean-Louis Barrault, mais il était occupé. Voilà. Et là, j'ai passé les 68 ici. Pendant 15 jours, on ne savait plus quoi faire et on était là. Et ça a commencé à se nouer une relation très forte avec la France. Et je dois dire aussi que j'ai découvert que tout ce que nous, à cause du fascisme aussi, on avait perdu comme relation avec notre histoire italienne, en France, ça existait. Nous sommes désormais à l'atelier numérique, nouvelle bibliothèque ici à Versailles, ouverte au public, où l'on trouve aussi des expositions. Et vous le voyez sur ces images, il y a un trait très cinématographique dans l'architecture de ce lieu. Justement, le cinéma, c'est notre prochaine parenthèse. Simon Barbary, notre spécialiste 7e art, tire le portrait de l'acteur Denis Podalides. Bon, vous me dites, hein? Bonjour, merci, Je vous en prie. Versailles et Denis Podalides, c'est une longue histoire. Une histoire d'enfance, une histoire d'inspiration, là où avec son frère, le réalisateur et acteur Bruno Podalides, tout a commencé. Oui, j'entendais chez moi là et il m'emmerde, mais alors tant qu'il peut là, parce que Ça a été un simple décor en fait. Mais parce que par exemple mon frère faisant son premier film, pour des raisons pratiques, il a envisagé tout de suite de le faire à Versailles où il habitait, et même dans son propre appartement. Et puis il se trouve qu'ensuite un film sortant, les gens voient le film et voient Versailles à travers ce film, nous parlent de Versailles autrement. C'est comme ça qu'une ville du lieu dans lequel on a grandi devient un lieu symbolique, un lieu esthétique et prend même pour soi-même, une toute autre valeur que celle qu'on lui donnait au départ. Vous n'y habitez plus à Versailles, vous aviez écrit que si on y reste trop longtemps, on devient inadapté au reste du monde. J'ai eu le sentiment qu'en vivant à Versailles, au-delà de 25 ans, même peut-être avant, j'étais coupé du monde, coupé de l'histoire et que j'étais dans une sorte de ville éternelle sur laquelle les changements historiques ne passaient pas. Et c'est ça aussi qui a fini par m'angoisser. J'avais l'impression d'être coupé du monde. J'étais très heureux. Il y avait un grand jardin, il y avait le Trianon. Évidemment, c'était une sorte de paradis, le paradis enfantin. Mais il faut sortir du paradis. Sociétaire de la comédie française, metteur en scène de théâtre, scénariste, acteur sur scène ou à l'écran, Denis Podalides est aussi écrivain, même si c'est sur le tard que sa plume s'est affirmée. Je pense qu'il est encore un peu tôt. Je pense surtout que je n'intéresse personne. J'ai beaucoup fantasmé sur le fait d'être écrivain et je me berçais de l'idée d'être à la fois auteur, acteur, metteur en scène. Je me rêvais en tant que dirigeant à un grand théâtre d'en être l'acteur principal ainsi que le pourvoyeur des pièces. Tout s'est décoincé du jour où un
un éditeur m'a proposé de publier des textes. Il m'a demandé ce que j'avais écrit, il les a lus, il a dit on va en faire un livre qui était des scènes de la vie d'acteur. Ça s'est appelé d'ailleurs scènes de la vie d'acteur. Et je trouvais une légitimité d'écrivain en ce sens que j'écrivais en tant qu'acteur et pas en tant qu'écrivain dans sa tour d'ivoire qui couche noblement sur le papier des mots élégants. Et donc à partir du moment où je me suis complètement libéré de tout ça et que j'ai d'être un écrivain qui écrivait dans la marche de son métier, ça a décoincé. J'ai cassé ce fantasme enfantin. Je suis acteur avant toute chose, acteur qui met en scène, acteur qui écrit, mais acteur. Et vous avez un projet d'écriture à venir là bientôt? Je dois publier un album Shakespeare pour la Pléiade, voilà, au mois de mai. C'est l'album Shakespeare. Donc c'est en fait un livre, beaucoup d'iconographie, dont j'écris le texte. Voilà, laborieusement. C'est très très laborieux, très difficile. Ça vient du côté de ma mère. Ma mère a toujours été à gauche. Donc voilà, je suis dans le droit fil de cette gauche humaniste qui par moments aujourd'hui paraît ringard et ça me rend encore plus fou ça, de colère quand on ringardise un peu ces idées humanistes. J'ai toujours eu le goût de la vie politique, le goût des personnages politiques, presque un goût romanesque pour eux. Et donc naturellement, quand on m'a proposé de rencontrer tel homme politique, et ça correspondait tout à fait à mes propres engagements, ça s'est fait assez naturellement et quand on me le propose, si j'en ai le temps, j'y vais, je ne me pose pas plus de questions. Vous ne faites pas partie de ceux qui sont déçus du quinquennat de François Hollande? Moi, j'ai toujours une certaine confiance et une très grande estime. J'étais circonspect, j'étais parfois discrètement déçu, mais j'ai toujours pensé que c'était un homme et une équipe de bonne volonté et que s'ils étaient contraints à des décisions de ce genre, c'était pas de gaieté de cœur. Les gens, alors souvent, ils passent un peu pour des mous, des consensuels mous, ce genre de personnes, et longtemps, et puis aussi c'est une histoire de physique. Aujourd'hui, en plus, il faut que les hommes politiques soient quasiment castés comme on caste des acteurs, c'est-à-dire qu'ils aient un physique qui corresponde à ceci, cela, ce qui est complètement aberrant. Putain, je suis entouré de connards! Hein, n'oubliez pas, je suis une Ferrari. Quand vous ouvrez le capot, c'est avec des gants blancs. T'es venu comme des Sarko-Boys froids, distants. Il se trouve que j'ai une sorte de forme de sympathie pour lui depuis que j'ai été si bien dans sa peau. C'était un des rôles qui m'a le plus enthousiasmé. Je pense d'ailleurs, pour moi, la clé de cette histoire-là, c'est cette espèce de plaisir presque enivrant que j'ai eu. Ça jaillissait de partout, j'étais inspiré, j'étais inventif tout le temps. Il y avait quelque chose qui, du point de vue du jeu pur d'acteur, fonctionnait. C'était bien au-delà de la vie politique, c'était au-delà de la personne de Sarkozy, au-delà même de ma propre carrière, je ne sais pas. Il y avait du pur plaisir. En plus, bon, étant à gauche, parfois, même avec un plaisir un peu malin, ces querelles UMP me font marrer tout simplement. En même temps, je crains tellement, moi, la grande angoisse, c'est n'aura-t-on pas Marine Le Pen au second tour? Parce que beaucoup de gens même voteront pour ce parti croyant qu'il est populaire et démocratique. Il y a le nombre de dindons de la farce dans cette histoire, je pense à ces fautes de culture. Il y a beaucoup de gens de culture politique, de culture historique, même de culture artistique, qui pensent que c'est un parti démocratique. Alors voilà, pour moi, ma grande peur, elle est là. Éric Puybarret est originaire de l'Allier. C'est aujourd'hui l'une des plus belles signatures des livres pour enfants. Des créations comme Puf le Dragon ou Les Échasses Rouges sont des merveilles de lecture. Nous sommes allés à sa rencontre dans son atelier, ici même, à Versailles. J'étais à l'école primaire, ça devait être, j'imagine, en CE2. Et notre institutrice était absente et elle a été remplacée par un instituteur qui, lui, dessinait des petits diablotins au tableau pour expliquer le français, les mathématiques, tout ça. Et ça m'a fasciné, je trouvais ça extraordinaire. Donc je reproduisais ces petits diablotins et oui, c'est un vieux souvenir qui a sans doute été pour quelque chose. Ouais. J'ai jamais pensé jeunesse. Enfin,
Il a fallu que je m'adapte au marché de la jeunesse, un peu par contrainte, mais j'ai jamais trop fait de compromis avec ça. J'essaye de faire des images toujours qui parlent à tout le monde, pas forcément à la jeunesse. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, c'était très BD mon style. Très BD, très caricature. Et puis je me suis mis à la peinture et du coup je suis arrivé à des choses peut-être qui ont pris un axe plus poétique, une recherche un peu de pureté aussi dans les formes. Donc j'ai quitté le côté un peu hyper expressif de la bande dessinée pour aller vers des choses que j'espérais plus subtiles. Donc voilà, c'est un peu ma quête là, d'aller vers des formes assez pures, qui sont assez directes dans l'émotion. Voilà. J'aimerais qu'on ait envie d'attraper ce que je dessine en fait. Donc la notion de volume, de valeur est hyper importante. C'est vraiment et je veux que ces volumes soient nickel, quoi. Qu'on puisse presque penser que c'était fait par ordinateur, même si ça n'a aucun intérêt de penser ça, mais dans le sens où il faut que ce soit propre. Alors c'est à la fois une bonne démarche et en même temps un écueil, parce que trop propre, ça peut aussi perdre sa force. Mais en même temps, je recherche vraiment cette pureté de forme pure, propre, avec une impression que le volume existe vraiment, que ce soit presque sculpté, quoi. Ces personnages, ils sont très clairs dans ma tête. J'ai envie de leur donner une existence, mais une vraie existence. Donc je veux donner vie à des personnages, quoi. C'est ça l'objectif. Donc le lien que j'ai avec eux, je sais pas, c'est ce lien de démiurge un peu, de créateur, de petit dieu, qui va essayer de donner un souffle de vie à un imaginaire. On me demande souvent d'où vient mon inspiration, j'en ai absolument aucune idée. Ce que je sais, c'est que je suis hyper en éveil sur tout ce que je vois, que je suis très facilement ému par ce que je vois, et ça peut être dans n'importe quelle direction. Je peux même être ému par une pauvre émission de télé. Je suis très très bon public, avec mes exigences, mais quand même globalement très bon public et très facilement émotif. Donc j'imagine que je dois être une éponge et qu'il y a un moment où ça ressort. Voilà. Après, il n'y a pas d'élément distinct qui m'amène vers telle ou telle direction. C'est vraiment un ensemble. Et je suis une sorte de filtre, quoi. Voilà. C'est la fin de votre émission Culture T, ici à Versailles. Nous nous trouvons dans un lieu particulier. C'est la cour des Senteurs, nouveau lieu entièrement développé par la ville et qui a un vrai lien historique avec notamment le règne de Louis XIV, du roi Soleil, car c'est à cette époque que s'est développé le parfum et les parfumeurs. En tout cas, toutes les infos sur votre émission et les artistes qu'on a la chance de rencontrer, c'est sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, sur publicsena.fr. Moi, je vous retrouve le jeudi matin dans ma rubrique sur Métro News, le vendredi dans Télé Loisirs. Ciao et à bientôt pour d'autres aventures culturelles et artistiques dans Culture T.